qui est très active dans la prévention, le soutien et les conseils pour réussir son divorce. Oui, Donc, je vous laisse la parole, Isabelle, et puis voilà. oui, merci Doris. Alors moi, je partage mon écran. Je vous... Ah, attendez, il y a une question, pardon, qui est arrivée entre deux. Je vois de Pascaline. Comment juger de la gravité d'une situation? Hmm. Euh, Pardon, comment juger la c'est, gravité de la situation? ouais, comment juger de la gravité d'une situation? Ouais. Alors, ça pour nous, avocats, que ça soit grave ou pas grave, si je puis dire, on va faire la même requête de mesures protectrices, si je puis dire. Mhm. Après, pour tout ce qui est suivi, prise en charge, ça dépasse mes compétences. C'est tout bon, Pascaline, pour vous? Ok, merci. Ok, super. Alors, on laisse la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Donc, comme je disais, je partage. Alors, merci beaucoup pour l'invitation de venir parler de ce sujet. Alors, c'est un peu trop. Voilà. Ben, merci à vous d'être Ouais, venu et d'être là c'est avec nous. malheureusement d'actualité et surtout, Oui, je un peu trop, c'est un peu vrai. trop, exactement, de plus en plus visiblement. Donc, c'est très bien de mettre ça devant les projecteurs. Et je suis ravie que Maître Jordan soit là et Maître Chauffage. J'aurais voulu qu'il y ait plus de vos confrères et voire de juges aussi. Euh, Mm. mais c'est comme ça. Donc, je passe rapidement sur ma présentation, puisque vous l'avez fait tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Je voulais juste revenir sur quelques chiffres concernant les séparations et divorces en Suisse. Donc, on est toujours à près d'un couple sur deux qui se sépare et qui divorce. Voilà, toujours cette statistique qui ne baisse pas. Au contraire, ça augmente. La durée moyenne des mariages qui finissent par un divorce, c'est à peu près 15 ans en moyenne. Et plus de 75% des séparations sont initiées par des femmes. Euh, je passe rapidement, il y a des explications pour ça, mais je passe rapidement, c'est pas le sujet de ce soir. Ce qui est intéressant, c'est que plus de 12 000 enfants mineurs, juste les enfants mineurs, hein, on ne parle pas des majeurs à partir de 18 ans, ils sont quand même encore des jeunes enfants, mais voilà, c'est mineurs, donc jusqu'à 18 ans, 12 000 enfants sont impactés chaque année par une séparation de leurs parents. Et selon une étude qui date, mais c'est pour voir la différence, l'autorité parentale en 2003 était attribuée à 68% des cas à la maman et dans 6% des cas au papa. Et dans 26% des cas, elle était conjointe. Aujourd'hui, alors en 2014, mais je sais que ça a encore évolué, les juges préconisent de plus en plus la garde conjointe partagée et qui va poser évidemment des problèmes lors de violences, surtout psychologiques, puisque comme disait Maître Jordan, c'est les plus difficiles à détecter et à prouver surtout. On estime que 65% des enfants, donc majeurs cette fois-ci, de 18 à 22 ans, ont des relations difficiles avec le père divorcé, contre 29% quand les parents sont encore en couple. Donc c'est quand même plus du double. Et 6 ans après le divorce, quand le divorce se passe mal, c'est vraiment ça l'important, c'est quand le divorce se passe mal, 20% des enfants présentent encore des troubles psychiques. Donc moi, ce soir, mon rôle, c'est surtout de faire la différence entre le conflit et la violence. C'est important pour évidemment les victimes, mais c'est aussi important que les avocats et les juges, c'est pour ça que j'aurais voulu qu'il y en ait plus ce soir, fassent la distinction, parce que pendant très très longtemps, on a mis dans un grand paquet de conflits familiaux les violences, et on passait un peu sous le tapis ce terme de violence. Heureusement, la parole se libère depuis plusieurs années et les gens se forment, la police se forme, je l'entends, les avocats se forment, les juges commencent à se former aussi, donc c'est une bonne nouvelle, mais ça prend du temps. Donc là, je vais parler justement comment reconnaître un conflit d'une violence. S'il y a encore des personnes ce soir qui doutent d'être victimes, peut-être que ça les aidera à se positionner par rapport à ça. Un conflit, on en a tous eu avec nos enfants, avec nos parents, avec notre famille, etc. C'est un mode relationnel qui est interactif et qui est fondé sur un désaccord ponctuel. Ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment une fois, de temps en temps, c'est pas tout le temps, entre deux personnes qui sont sur le même pied d'égalité.
Donc, c'est vraiment deux personnes qui discutent ou qui se fâchent d'égal à égal. Le but d'un conflit, c'est de trouver une solution par la discussion qui n'est pas forcément agréable, qui peut être très désagréable. On peut crier, on peut pleurer, voilà, il y a des émotions, mais au moins on est à pied d'égalité. Dans un cas de violence psychologique, le rapport, il y a une domination, donc asymétrique, où il y a un des conjoints, un des partenaires qui va être au-dessus et qui va faire pression sur la victime. Et donc, il n'y a pas de pied d'égalité, il y a toujours un qui est au-dessus de l'autre et qui nie la qualité de sujet de l'autre conjoint. Le but est absolument clair, c'est de contrôler et de dominer l'autre. Ça, c'est vraiment clair et c'est très important de le souligner. Il y a un petit tableau qui a été fait et qui est beaucoup dans les sites d'associations de victimes de violences que vous pouvez retrouver. Là, je l'ai sur le étude de violence conjugale.be, donc c'est un site belge. Donc, il y a quatre questions. Donc, est-ce qu'il y a-t-il recherche de pouvoir sur l'autre? Donc, en conflit, c'est non. Donc, comme je disais, c'est pied d'égalité, on est à égalité. Sur une violence psychologique, oui, il y a une prise de pouvoir sur l'autre, clairement. L'intention est différente aussi. Dans un conflit, on essaye de convaincre avec ses arguments l'autre, mais l'autre aussi essaye de convaincre, d'où le conflit, hein, on n'est pas d'accord, donc on essaye de convaincre l'autre de son point de vue. Alors que lors de violence, on prend le pouvoir sur l'autre et par diverses stratégies. Et je pense qu'on le verra plus tard, certainement aussi avec Stéphanie. Est-ce que c'est un phénomène persistant? Je le disais tout à l'heure. Dans un conflit, non, c'est ponctuel. Alors oui, quand on divorce, alors ça semble long, mais le conflit existe lors du divorce, évidemment. Et la violence, c'est perpétuel et ça persiste et c'est sous forme cyclique. Donc ça aussi, je pense que Stéphanie le verra ou sinon on pourra en parler plus tard du cercle de la violence. Donc il y a des phases, hein, c'est cyclique et l'auteur des violences comprend très bien ce cycle. Euh, Quel est l'impact? Dans le conflit, chacun se sent libre de s'exprimer. Donc, encore une fois, on est à égalité. On peut s'exprimer, même si on fâche l'autre. On n'a pas honte de s'exprimer. On n'a pas peur de s'exprimer. Alors que lors de violences psychologiques, on est sous emprise et donc on commence à avoir peur et on n'ose plus s'exprimer. Et souvent, on se dit, bon, ça vaut plus la peine que je dise quelque chose. De toute façon, il veut toujours avoir raison. C'est impossible de discuter. Et là commence l'emprise et la violence psychologique. Donc c'est très important de faire cette distinction. Donc là, il y a un petit pictogramme pour vraiment marquer les esprits là-dessus. C'est le conflit, donc je l'ai dit, c'est une relation symétrique, donc on est vraiment d'égal à égal, alors que dans une violence, de violence psychologique, on est dans une relation asymétrique. Donc on voit bien que l'autre a le pouvoir sur l'autre et domine l'autre par la peur, par des arguments fallacieux, comme disait Maître Jordan, par de la manipulation psychologique. Et souvent, la victime ne sait plus où elle en est. Voilà, le violent commence à dire blanc, après il va dire, ben non, j'avais dit noir, et il est tellement convaincant que la victime ne sait plus si c'était blanc ou noir, et donc elle se dit, bon, ben, il avait peut-être raison, donc je me tais. Donc c'est comme ça, c'est assez typique. Que faire en cas de conflit versus la violence dans des séparations? Évidemment, c'est identifier le conflit et les raisons. Est-ce que c'est des raisons financières? Est-ce que c'est des raisons, souvent c'est dû à la confiance, à l'ego qui est blessé, etc. Et ça se cristallise sur des questions d'attribution du logement, des finances, de la garde des enfants, de l'éducation des enfants, qui veut avoir raison, etc. Mais on est encore dans un conflit. Et là, on peut faire appel à des médiateurs qui sont vraiment les spécialistes du conflit. Donc même quand souvent moi j'ai des clients qui sont là et qui disent mais je ne peux plus discuter avec mon ex, il n'y a plus de discussion possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut quand même faire une médiation? Oui, à condition évidemment que les deux parties soient d'accord et que ça soit vraiment un conflit. Parce qu'on verra que dans une violence, en cas de violence, c'est absolument pas, il faut absolument pas faire appel à un médiateur. Ouais. Quand il y a des parents, pardon, quelqu'un voulait intervenir? Non. Alors, et là, donc, quand il y a des enfants, on forme une équipe parentale. Donc, même si le couple n'existe pas, le couple parental existe encore et doit exister encore. Et donc, on met en place une coparentalité saine où on met le père et la mère sur pied d'égalité avec l'enfant et l'intérêt de l'enfant au centre.
Ça, c'est très important. Dans le cas de violence, évidemment, il faut identifier le conjoint violent de la victime. Et on l'a vu avec Maître Jordan, c'est pas toujours évident parce qu'ils sont manipulateurs et ils peuvent faire retourner la situation et jouer la victime eux-mêmes. Et donc ça, c'est très, très compliqué quand les pervers narcissiques, moi j'utilise ce terme parce que c'est vraiment ça, mais les manipulateurs, on va dire, puisque voilà, juridiquement, c'est ce qui est plus accepté, manipulent tellement tout le monde qu'ils peuvent se faire passer pour la victime. Et c'est ce que j'allais poser comme question, justement. Ouais, ouais. Et ça, Comment savoir si, comment savoir si nous-mêmes, par exemple, en tant que thérapeute, hein, Mhm. j'ai quelqu'un qui vient et qui dit que, voilà, que sa femme exagère, ou bien qu'un enfant vient se plaindre, par exemple, d'être victime de violence et puis que le papa ou la maman dit, ouais, mais c'est toi qui exagères. Alors, c'est très compliqué, ça j'avoue, c'est très très compliqué. Les pervers narcissiques, ce sont des psychopathes, dans le terme vraiment médical Mhm. du terme. Ils n'ont aucune émotion. Ok. C'est vraiment des personnes qui sont froides émotionnellement et qui ne vont jamais se remettre en question. Donc, à un moment donné, dans la discussion, si vous entendez toujours la personne qui vient vers vous dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, et ne jamais de se remettre en question, là, ça doit allumer une petite ampoule rouge en disant pourquoi ne se remet-il ou tel pas en question? Pourquoi est-ce que c'est toujours la faute de l'autre? Souvent, moi, j'ai des victimes et qui disent, mais est-ce que moi, je manipulerais pas? Est-ce que moi, je ne suis pas venue toxique par rapport à mes enfants parce que je suis plus apte à m'en occuper, etc. Du moment où la victime commence à se poser la question, c'est que c'est la vraie victime. Si elle se pose la question en disant, est-ce que moi, j'ai un problème? Comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer? C'est que là, en général, on est en face de la vraie victime. Oui, d'ailleurs, les pervers narcissiques savent très bien piquer les victimes jusqu'à ce qu'elles soient même pas bien physiquement, hein. Donc, Absolument. ça peut se voir aussi par là. Absolument, ouais, absolument. Et c'est pour ça que c'est très important de faire appel à des professionnels qui sont formés à ces problématiques de violence psychologique. Donc, c'est vraiment important. C'est des personnes qui sont formées par la LAVI en Suisse romande ou qui ont des formations vraiment poussées. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de ces violences psychologiques. Donc, c'est très important de faire appel à ces personnes. Il y a des avocats, comme Maître Jordan aussi, qui sont au fait de ces problématiques. Il y a différents avocats. Donc, n'hésitez pas à poser la question à votre avocat. Est-ce que vous connaissez cette problématique? Est-ce que si je vous dis pervers narcissique, ça va pas être comme les juges, comme disait Maître Jordan, en disant oh là là, vous exagérez, c'est le mot à la mode, ça ne veut rien dire, etc. Là, je dirais fuyez, changez d'avocat. Et par contre, si il dit ah oui, qu'est-ce qui se passe et je vous écoute, voilà, j'ai de l'empathie pour vous et je vous comprends. Là, vous êtes tombé sur un bon professionnel. Et là, la différence entre le conflit et la violence par rapport aux enfants, c'est évidemment, il faut mettre en place une parentalité en parallèle. Ça, c'est très important. Donc, pas du tout de coparentalité. Il faut mettre une frontière de sécurité entre la mère et le père, avec l'enfant et un système de soutien, évidemment, envers la victime et envers l'enfant. Et ça, c'est très, très important. Et de, Est-ce qu'on pourrait mettre plus tard dans le Zoom peut-être quelques adresses où les gens peuvent s'adresser, quelques foyers dans un canton ou deux, quelque chose Mhm. comme ça? Ouais, moi, j'ai Je ne quelques sais pas adresses si, est-ce à qu'il existe Genève. une liste ou je Alors, sais il y a un pas. site qui est très bien fait, c'est violencequefaire.ch, je pense, ou .com, mais je pense que c'est violence que faire tout attaché au singulier, violencequefaire.ch. Et eux, ils sont là pour distinguer, pour vraiment, ils ont un questionnaire pour voir, pour les gens qui doutent d'être victimes. Et ensuite, vous pouvez aussi poser vos questions. Il y a un chat, ils répondent assez rapidement. C'est des psychologues qui sont formés à ça. Mhm. Et ensuite, ils donnent les adresses dans les différents cantons. Donc, eux, ils ont les adresses de toutes les associations ou, qui peuvent prendre en charge les victimes de violences. Donc, ça, c'est Merci. pour commencer. Après, il y en a, je peux donner quelques noms sur les cantons de Genève et cantons de Vaud, mais les autres cantons, je connais pas. Donc, je lui disais, la problématique, c'est faire la distinction entre le conflit et la violence.
Donc, c'est des dynamiques relationnelles qui sont difficiles à différencier souvent en raison des stratégies qui sont employées par l'auteur ou l'autrice des violences. Parce que, encore une fois, ils vont manipuler, ils vont réussir à faire douter que ce soit les victimes, les vraies victimes, ou les professionnels de la violence. Et qui est le violent et qui est la victime, en fait, qui est le bourreau et qui est la victime. Donc ça, c'est le côté difficile. Et souvent, ils manipulent tellement bien que, voilà, il y a des avocats qui peuvent tomber dans le piège, il y a des professionnels qui peuvent tomber dans le piège, il y a des juges qui peuvent tomber dans le piège. Donc c'est la problématique. Donc voilà. Donc là, j'ai les coordonnées si vous avez besoin de l'association. Nous, on s'occupe, on essaye voilà, d'apporter, on s'occupe pas des victimes de violences, on s'occupe des conflits. Donc, on a beaucoup de médiateurs dans l'association. Et je ne l'ai pas dit, mais effectivement, faire appel à des médiateurs quand il y a de la violence, il faut absolument éviter. Il faut absolument Ok. éviter et prendre là, vraiment faire appel à des... Lorena, si vous pouvez peut-être couper le son de votre... Ah, désolé, désolé. Il n'y a aucun souci, pas de problème. Alors, hop. Voilà. Isabelle, j'ai deux questions qui sont apparues. Enfin, il y a Guillaume qui marque le gaslighting, je ne sais pas si je prononce juste. Gaslighting. Gaslighting. Gaslighting perturbe beaucoup les victimes et va souvent de pair avec la perversion, manipulation narcissique. Les cas extrêmement, parfois aussi accuser l'autre d'aliénation parentale. Absolument. Moi, j'ai eu un cas, et je pense que Maître Chauffat le connaît. C'est une dame qui est victime, mais elle était tellement mal qu'elle savait plus comment faire avec ses enfants. Donc, effectivement, elle a commencé à dire du mal du père parce qu'elle était voilà, dans un état émotionnel dégradé, mais vraiment dégradé. Euh, Mhm. et puis, elle l'admet, hein, elle l'admet elle-même. Et son ex-mari en a profité pour l'accuser elle-même d'aliénation parentale en disant, mais voyez, elle dit du mal de moi, les enfants veulent plus me voir, etc. Les juges, la juge ou le juge, je ne sais plus si c'était une femme ou un homme, a cru monsieur et ils ont enlevé la garde donc à madame qui était la vraie victime. Oh là là. Mm. Ok. Et Et donc là, après, j'ai aussi Pascaline qui a une question. Vous parlez de parentalité parallèle, ce que j'aimerais, mais je viens de recevoir un avis de la KESP qui impose une curatelle et des contacts à tout prix. Comment faire? alors ça c'est le problème avec les instances officielles, c'est qu'elles vont, en pensant mettre l'intérêt de l'enfant au centre, elles ont du mal à couper l'enfant d'un des parents. Donc, et de plus en plus, on arrive les juges essaient de mettre de plus en plus la garde alternée, donc vraiment du 50-50, dans l'intérêt de l'enfant. Ils ont souvent pas le temps de lire tous les dossiers, d'aller au fond des dossiers, de comprendre aussi ce qu'ils lisent, parce que, bah, comme disait Maître Jordan, a encore le pervers narcissique, c'est un terme à la mode, etc. Donc, madame, c'est souvent malheureusement la grande majorité des victimes sont des femmes, même s'il y a des victimes hommes. Madame n'est pas crue, c'est une hystérique, elle est fatiguée, elle gère pas ses émotions. Voilà, c'est un peu malheureusement, hein, c'est encore très général et très, voilà, très binaire comme ça. Et les autorités demandent effectivement à ce que les enfants aillent chez l'autre parent qui sera le bourreau. Et ça, c'est très, très compliqué. Et là, il faut y passer, faut faire des dossiers, comme disait Maître Jordan, il faut essayer d'avoir voilà, des avis des psychologues, de l'école, voilà, des avis externes qui montrent que l'enfant ne va pas bien quand il est chez le père ou avec le père. Et Et ça peut prendre du temps. ça, malheureusement, ça prend du temps. Ouais, malheureusement, ça prend toujours beaucoup de temps. Et je me souviens, j'étais allée à une séance du comité d'une association de défense paternelle, donc des papas, et qui sont souvent accusés de choses très graves. Et des fois, c'est juste, mais des fois, c'est malheureusement faux. Donc, les mamans jouent aussi un mauvais rôle de ce côté-là. Et ils disent, le problème, c'est on peut pas poser, on fait pas pause sur le temps. Et les enfants grandissent et il peut se passer 6 mois, 9 mois, 10 mois, un an, même plus. Et les enfants sont entre les mains du bourreau, du parent bourreau. Et c'est terrible. Et on essaye de défendre
nos enfants. Et là, le juge dit, ah non, vous voulez pas que votre enfant voit l'autre parent, donc vous faites de l'aliénation parentale. Et donc, ils rentrent dans un cercle vicieux qui est terrible et ils savent plus quoi faire. Donc, Et ils sont ouais, sans fin. Enfin, un truc sans fin, enfin, ouais. donc c'est des cas qui sont très difficiles. Donc, à part avoir des dossiers, de monter un dossier qui prend du temps, euh, parler aux enfants, les écouter, leur dire, voilà, et puis ne pas essayer de les influencer, évidemment, parce que ça peut être retenu contre vous, que ça vienne d'eux automatiquement. Euh, mais des fois, ils sont obligés. Ils veulent pas y aller et les juges obligent les enfants à aller voir l'autre parent qui est toxique. Voilà. Ça, Ouais. c'est déchirant pour l'autre parent de voir ses enfants partir en sachant ce qui va se passer pendant le week-end, Qui quoi. vont vivre, ouais, ce qu'ils vont vivre pendant le week-end Comment on les récupère après? Parce que là, il y a de la manipulation, évidemment, pendant le week-end envers les enfants et ça, c'est terrible. et c'est là que notre rôle avec Stéphanie intervient souvent, c'est après en post-traumatologie et puis essayer Ouais, de de travailler. réparer à quelque part, enfin, si on peut réparer, mais d'apaiser toutes ces souffrances que Ouais, de les pas gens ont vécues hésiter. pendant des années, quoi, Ouais, parfois. de pas hésiter justement à dire aux enfants et même à soi-même hein, de consulter, d'aller voir des thérapeutes comme vous, comme Stéphanie, de vraiment se faire aider. Et justement, les thérapies dont vous allez certainement parler, comportementales brèves, sont excessivement aidantes parce que c'est vraiment des traumatismes. Et donc, nettoie bien ces traumatismes. Et plus on les prend tôt chez les enfants, mieux, enfin, vous Ouais, ils auront le modérez bagage à vous-même, hein, porter modérez après. vous-même. Voilà, ouais, ouais. Ouais. Après, j'ai Martine qui a une question. Si la personne victime se rend dans un foyer d'urgence sans ses enfants, est-ce que cela pourrait être dé- détéri- euh, L'état, détérifère pour la suite du processus devant le juge? ça, c'est une question pour Maître Jordan. Maître Jordan? Alors, il y a une jurisprudence qui peut être invoquée que l'époux qui quitte le domicile sous les coups de l'autre ne peut pas être réputé avoir renoncé à la jouissance du domicile conjugal. Donc non, y a aucun souci. Et puis s'il y a de la violence Légitime et défense. Ouais. après, pratiquement, il faudrait pas rester trop longtemps sans les enfants. Déjà, en raison de ce qu'Isabelle a à juste titre expliqué, c'est qu'ils vont être de plus en plus soumis à la manipulation et ça va être d'autant plus difficile de les récupérer ou Ouais, voilà. Mais tout à fait. non. Donc là, en cas de violence physique, c'est clair. Mais comme elle pose la question qui est très intéressante, merci Martine, et lors de la violence psychologique, parce que la personne est partie dans un foyer d'urgence pour violence psychologique, comment ça se passe? Moi, je conseillerais de partir. Ouais, alors, dans l'idéal, partir avec les enfants ou partir ailleurs avec les enfants pour se mettre à l'abri. Ouais, peut-être même chez quelqu'un de la famille, vous Ouais, conseilleriez peut-être quelqu'un de la famille ou comme bien ça? sûr, exactement, tout à fait. Oui, oui. Le cas que je mentionnais, c'est vrai sur l'importance de obtenir la jouissance du domicile conjugal, c'est essentiellement, je dirais, lorsque le domicile est détenu en copropriété. Et puis que celui qui obtient la jouissance du domicile conjugal peut ensuite faire vivre un enfer à l'autre aussi en refusant de procéder à la vente du logement et en gardant de force par ce biais-là un lien avec l'autre. Parce qu'il y a cette copropriété qui peut durer pas mal de temps parce que juridiquement, la vente ne pourra être forcée, à moins d'un accord entre les parents, que par le juge du divorce, qui ne pourra intervenir, à moins d'un accord entre les époux, mais évidemment là, il n'y en aura pas, que 2 ans, enfin, qu'à la fin du procès en divorce, qui ne pourra être initié au plus tôt 2 ans après que les époux aient vécu séparément. Et le procès en divorce peut durer facilement 2, 3, 4, 5 ans, malheureusement. Donc, c'était vraiment dans cette optique-là que je disais, où là, on peut être embêté si on a quitté le domicile conjugal, que de facto, le juge va suivre un petit peu la réalité de ce qui se passe, puis dire, bon, ben maintenant, vous êtes déjà loin,
je donne la jouissance du domicile conjugal à l'autre, et puis que ça peut faire perdurer ce lien. Alors, vous me direz, il y aura de toute façon lien avec les enfants, mais moins il y en a, mieux c'est, avec cette copropriété qui peut durer, et qu'on peut rien faire à part attendre une décision entrée en force du juge du divorce, ce qui peut prendre plusieurs années. Ok, donc, et puis la personne, si je prends un exemple, hein, j'ai une amie que je sais en danger, par exemple, et qui a un enfant. Si je la recueille chez moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être réglé contre moi ou pas du tout? Pardon, j'ai pas compris qui pourrait être retenu contre vous? Oui, par Non. exemple, en protégeant une personne ou en hébergeant une personne qui serait victime de violence. Absolument pas. Enfin, je vois pas. Ok, donc c'est presque la meilleure solution en fait, Ouais, c'est de partir tout vers à fait. quelqu'un de sa famille ou d'un Ouais, ami où on peut se sentir en totale sécurité. exactement, selon la gravité des violences, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Isabelle, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous aimeriez rajouter? Non, pas immédiatement, mais peut-être qu'après, dans la deuxième partie, quand voilà, table ronde, on pourra plus débattre. Ok, c'est tout bon pour vous. Merci. Alors, je vais laisser la place à Stéphanie. Merci beaucoup. Euh, Avant tout, je vous présente un outil qu'on utilise beaucoup en séance, qui est très intéressant lorsqu'on a des intensités émotionnelles. Et justement, dans les situations de violence psychologique, et les personnes que j'accompagne, il y a très régulièrement des intensités émotionnelles très élevées. On emploie toujours un outil qu'on appelle le SUD. Entre le 0, c'est très calme, et le 10, c'est extrêmement activé. J'ai souvent des victimes qui sont vers 9, 10 en tristesse ou en anxiété, en angoisse. Donc, c'est un outil que vous pouvez employer à la limite à n'importe quel moment si vous y pensez. Il va, en tapotant comme ça entre les deux, sur la ligne médiane, entre les deux derniers doigts, index et auriculaire, assez rapidement, en même pas une minute, vous allez retrouver le calme. Et ça peut être intéressant dans les discussions autour de ces questions qui peuvent activer chez chacun d'entre nous parfois des émotions. Voilà. Maintenant, quand j'ai voulu démarrer ma conférence, ben, on était sur la même dynamique, Isabelle et moi, donc la différenciation entre le conflit et la violence. J'ai pas besoin de redire, c'est quasiment mot pour mot identique. L'idée de partir de là, c'est parce qu'on est encore effectivement dans des grands écueils autour de la compréhension de la dynamique de la violence. Elle est souvent perçue comme des conflits. Et ça, c'est dommageable parce que dans toutes les procédures, on retrouve aussi cette problématique qui a été évoquée aussi par Isabelle lors de médiation. Lorsque le modèle de Cochem s'est mis en place, j'ai mis en garde les autorités et les services de protection de l'enfance de cet écueil. Euh, et la différenciation, elle est importante à faire parce que en Allemagne, on avait déjà constaté que le 10% des parents qui rentraient dans ce modèle de Cochem, donc ce consensus parental où il y a des médiations qui sont mises en place pour retrouver la coparentalité dans les meilleurs délais. Dans les cas de violence, c'est juste impossible de mettre une victime de violence en médiation. Et c'est pourtant ce qui se passe aussi avec le modèle de consensus parental. Donc, on va continuer à taper le clou jusqu'à ce que ça rentre, parce qu'à un moment donné, ça va rentrer. Et puis, Maître Jordan a aussi évoqué toutes les choses qu'on peut déjà recueillir quand on est dans la situation, hein. Un départ se prépare, et tout comme une procédure se prépare aussi.
L'idée de consigner les faits, ça, je le conseille aussi aux personnes qui viennent en séance, pas seulement pour les procédures, mais pour leur propre réparation. Parce que de renommer les choses telles qu'elles se sont passées, même si c'est pas prouvable, même si c'est des choses que la victime a entendues de manière récurrente, mais t'es complètement nulle ou t'es folle ou peu importe, de noter dans un petit journal tous ces éléments vont constituer le tableau qui représente en fait le récit de la victime. Je développerai ça un tout petit peu plus tard, mais maintenant, on va disséquer ensemble les mécanismes de cette fameuse violence. Alors oui, il y a des pervers narcissiques, mais pas que. Il y a aussi d'autres personnalités malades qui sont dans la manipulation et qui ont effectivement ce fameux masque qui a cette apparence de normalité, comme le disait le docteur Claude Racamier, qui était un des grands experts effectivement en PN. Donc, le manipulateur va porter ce masque et cette apparence de séduction est un piège dans lequel on peut tous et tous tomber en fait. Euh, c'est pas des gens naïfs qui tombent dans la dynamique de la violence. Christelle Petit-Colin, elle pense que c'est même plutôt des gens en surefficience mentale. C'est des personnes qui sont ultra empathiques, qui effectivement vont être piégées pas seulement par la séduction et par le jeu on appelle ça aussi le love bombing. Ça, c'est le début de la relation avec un manipulateur. C'est souvent hyper intense. C'est quelqu'un qui va beaucoup envoyer de messages, qui va tout le temps chercher à voir l'autre, qui va arroser de sa présence. C'est too much. Et c'est too much pour le cerveau aussi. Et on va voir ensemble aussi qu'est-ce qui se passe avec cette première ficelle, hein, parce que la manipulation, c'est vraiment quatre ficelles bien distinctes et on retrouve toujours les mêmes dénominateurs. Avant, on a évoqué le gaslighting, c'est une des techniques de la manipulation. Pour vous donner un exemple aussi derrière le masque avant qu'il tombe, donc quand on est dans cette séduction, il y a quelque chose de l'ordre de euh, la faille. Le manipulateur va détecter chez sa victime, sa proie, comme dit Anne-Clotilde Ziegler dans son ouvrage sur l'emprise. La personne va détecter la faille. Je vous donne un exemple. J'avais une femme qui était venue en séance. Pendant ces séances, elle a donc compris et réalisé qu'elle était prise dans une dynamique de manipulation. Elle a quitté son mari. Quand on est allé s'occuper de cette fameuse faille, ça veut dire la zone que le manipulateur a. Ils ont comme des radars, hein. Ils peuvent détecter le point faible de la victime, cette fameuse faille. Pour cette femme-là, c'était du harcèlement qu'elle avait vécu dans l'adolescence, où elle entendait de jeunes adolescents qu'elle était complètement moche, qu'il fallait qu'elle aille se cacher, elle n'était pas montrable, etc. Donc, elle a cheminé avec ça. Ça n'a pas été non plus un traumatisme qui l'a empêché d'avoir une vie sociale et rencontrer des garçons avant cet homme. Mais lui, tout de suite, il lui a dit, mais t'es tellement belle, t'as un charme tellement incroyable, j'ai jamais rencontré une femme comme toi. Et c'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Ça, c'est la première, cet espace de séduction, il va systématiquement dire ce qu'on a envie d'entendre. Premier point. Le deuxième, c'est le rêve. C'est très systématique aussi que la victime, et le drame, c'est si le rêve de la victime, c'est d'avoir des enfants et d'avoir une famille, il va contribuer à ce rêve qui va évidemment tourner au cauchemar.
Mais en gros, un autre exemple de rêve qui a été volé par le manipulateur, pour une femme qui était venue aussi en consultation, ça a été la séance la plus impressionnante pour moi aussi, parce qu'elle était restée 15 ans avec cet homme. Donc, il y avait des séquelles psychologiques très, très importantes, un stress post-traumatique. Elle était dans un épuisement psychique innommable et physiquement, à 2 reprises, elle a été dans les limites de ce qu'on appelle l'effondrement. Ça veut dire qu'elle était aux portes de perte connaissance tellement son corps avait encaissé de stress, de souffrance aussi. Donc, pour cette femme-là, son rêve, c'était de prendre soin des chevaux pour leur éviter l'abattoir. Et ils avaient ensemble construit quelque chose. Donc, elle a quitté cette emprise il y a passé un an. Et puis, elle a réussi à récupérer son rêve. Donc, à remettre en place un espace pour pouvoir à nouveau accueillir des chevaux. J'insiste beaucoup sur la notion de rêve parce que les victimes qui partent précipitamment, bon, si elles doivent sauver leur vie, il y a pas à discuter. Mais quand on dit préparer ces procédures, c'est important, mais aussi préparer son départ. Et puis, dans cette préparation de départ, c'est une préparation aussi économique, mais c'est une préparation psychologique, et c'est de pouvoir repartir avec son rêve. C'est important pour la suite euh, des, des démarches qui vont de toute façon être impactantes psychologiquement. Mais c'est une ressource qui doit être récupérée. Là, je vais un tout petit peu parler de Barbe Bleue parce que c'est l'exemple type du pervers narcissique, du manipulateur. Sauf qu'il est plus dans un château. On peut le trouver dans un bureau de travail parce que la manipulation et l'emprise, c'est pas que dans le couple. On parle beaucoup de victimes de violences conjugales, oui, c'est une réalité. 75% des femmes sont victimes de contrôle coercitif. Maintenant, cette violence, on la trouve aussi sur la place de travail, dans les familles et dans un sens aussi plus large. Donc, ce Barbe Bleue, là, il peut se glisser même dans l'histoire familiale, toujours avec ce masque de normalité. Il a plus de trousseau de clés ou d'interdits de pièces avec des ossements et du sang par terre, hein. Mais il a un téléphone portable souvent. Il va contrôler celui de sa victime, sa proie de nouveau, hein. Il va installer même souvent un traceur GPS. Il va suivre et lire les messages, surveiller, isoler, faire douter et puis aussi faire peur. Là aussi, il n'y a pas forcément de chevaliers qui vont venir dans le château pour trucider Barbe Bleue, mais il y a effectivement, on l'a déjà souligné, des avocats, des juges qui prennent conscience, qui ont pris conscience de ces réalités de manipulation, que là, on n'est pas dans un conflit, on est dans une chambre d'horreur où il y a des séquelles. C'est difficile de mesurer la gravité jusqu'à son paroxysme, qui reste malheureusement encore le féminicide et les infanticides. Mais cette gravité, elle dépend d'une personne à l'autre, j'ai envie de dire de son socle aussi, ses antécédents psychologiques. Quelqu'un qui a une enfance plutôt agréable, qui n'a pas été marquée par trop de violence, qui peut retrouver cette dynamique-là, parce que ça peut effectivement nous arriver à tous, comme je l'ai dit. Elle va avoir beaucoup plus de chances de résilier vite que quelqu'un qui a justement soit vécu du harcèlement à l'école ou des failles qui viennent de l'enfance avec un relationnel difficile avec la mère ou le père ou les deux. Donc voilà, là on va rentrer dans les 4 cordages, les 4 ficelles, hein, mais on les appelle les cordes qui constituent l'emprise. Donc il y a cette fameuse séduction, on en a parlé, il y a la victimisation, on est dans la phase 2.
Là, l'auteur va raconter combien tout a été horrible dans sa vie. Et puis, la victime ultra empathe va inconsciemment ou volontairement chercher à l'aider. À un moment donné, dans cette phase entre victimisation et intimidation, le masque va tomber. Et la victime va voir qui est derrière ce masque. Et c'est souvent assez moche. Et ça ressort avec cette phase d'intimidation. C'est là que la personne va commencer à insulter ou à menacer ou si la proie cherche à se débattre ou à mettre sa limite, ouais, je suis pas d'accord que tu me parles comme ça. Euh, c'est là qu'il va y avoir justement le gaslighting. Comme Isabelle l'a aussi dit, les auteurs sont incapables de se remettre en question. C'est hyper important, en fait, de tenir en compte, même si dans une salle de tribunal, il va porter son masque de bienséance et de normalité, derrière, c'est un enfant entre 7 et 11 ans d'âge mental qui va commencer à se comporter. On va se retrouver face à un gamin rageux qui va vouloir même casser son jouet parce que c'est comme ça qu'il considère sa proie, son objet sexuel, son objet de vitrine sociale, etc. Quand on a identifié cet enfant, il y a quelque chose en nous qui nous permet justement de renoncer à l'idée qu'il va s'arrêter ou il va se remettre en question ou il va même présenter ses excuses non, c'est des enfants qui se sont pas, qui n'ont pas continué à grandir, hein. Ils se sont arrêtés dans leur développement, qu'ils soient PN ou juste narcissiques ou avec des troubles de la personnalité. Vous avez en face un gamin ou une gamine. On parle beaucoup d'auteurs ce soir parce qu'on parle de victimes femmes, mais il y a aussi des femmes qui peuvent être absolument terribles derrière ce masque. Et puis la culpabilisation, non, c'est pas moi, c'est toi. Et c'est tellement tordu, le gaslighting, qu'à un moment donné, à force d'entendre, je vais vous donner un exemple pour vous dire jusqu'où ça peut aller. J'avais une personne en consultation qui avait été poussée dans les escaliers par son manipulateur. Et puis il lui a dit, mais ça va pas, pourquoi tu me pousses? Et il lui a dit, ah, mais je t'ai pas poussé, c'est toi qui es maladroite. Donc, c'est vous dire jusqu'où ils sont capables d'aller. Alors, si il y a de la clarté, la victime peut à un moment donné se dire non, ça joue pas. Mais en général, plus on a été imprégné dans cette dynamique d'emprise, plus on est dans la confusion mentale. Et ça, c'est un piège vertigineux parce que cette confusion, elle fait qu'on va même, dans certains cas, il y a des victimes qui sont convaincues que l'auteur a raison. C'est elle qui s'en couple dans les escaliers, hein. Donc, absolument dramatique. Donc, vraiment, on est avec une marionnette, quoi. C'est comme ça que la proie, elle est considérée. Ah, pardon, je suis allée beaucoup trop vite. Euh, il y a plusieurs contrôles. Je vais très très brièvement en parler. Le contrôle, oh là là, le contrôle économique, c'est vraiment ce qui arrive de plus en plus souvent quand même. La personne, la victime, elle travaille moins que son mari, elle s'occupe des enfants, donc c'est aussi une mainmise sur le compte bancaire. J'ai eu des situations où l'auteur a carrément bloqué l'accès au compte bancaire, par exemple. Le contrôle relationnel, bah, c'est l'isolement. Et ça, c'est dans toute la dynamique de contrôle, de contrôle et d'emprise, la personne est isolée. Elle peut même être isolée de ses proches, de ses amis, de toutes ses relations sociales. Donc, les amis ne revoient pas la victime pendant parfois des années.
Le contrôle sexuel, on en parle, on commence à en parler maintenant parce que de plus en plus de victimes en parlent. Gisèle Pelicot a quelque part ouvert la brèche, hein, mais c'est c'est- c'est pas forcément du viol, le contrôle sexuel. C'est souvent le chantage qui est employé par l'auteur qui fait qu'il peut aller jusqu'à organiser des tournantes, par exemple, et faire venir plusieurs gars à la maison pour que la femme, elle soit là comme un objet sexuel, en fait, pour lui et ses amis. Ça arrive plus que ce qu'on veut bien en parler parce que c'est encore extrêmement tabou, mais on est aussi dans un levier de domination qui est très actif. Et ce que les professionnels disent aussi, et moi je pense que c'est une réalité effectivement, si la victime, en quittant l'auteur de violences psychologiques, a été soumise à du contrôle sexuel, ça veut dire que ces dérives sexuelles vont très probablement se reproduire sur les enfants. Pas forcément avec de l'inceste ou des attouchements, mais ça peut être bêtement d'avoir accès à du contenu pornographique, par exemple, ou de devoir assister à des scènes sexuelles auxquelles ils sont absolument pas prêts. J'insiste aussi sur ce point. Quand on parle de protéger les enfants, on doit les protéger de tous ces aspects-là, d'en être parfaitement conscient. Euh, et puis c'est important, quoi. Donc voilà, le contrôle sur les enfants, ça a déjà été un petit peu évoqué, hein. C'est le drame de voir que les enfants vont être sous emprise également. Et puis, et puis que la mère doit les laisser aller, effectivement, être dans la manipulation. Après, il y a des outils pour contre-manipuler. Il y a des moyens pour accompagner les mamans, hein. J'organise des ateliers, je suis pas la seule. Il y a l'association Au-delà des masques qui organise aussi des choses pour accompagner les mamans à pouvoir faire face à ces questions de manipulation quand l'enfant est manipulé. Ok. Je pense que voilà, on va gentiment aller au bout. Je vais faire très très court. En fait, ce qui se passe dans le, la dynamique d'emprise, c'est que le cerveau, la partie verte ici, qui s'appelle l'amygdale, va de toute façon s'organiser face au danger et très souvent avec les victimes, c'est le figement. Et plus il y a eu des traumatismes avant, des mots blessants, des menaces ou du contrôle sexuel, plus le figement va s'installer. Il y aura plus cette capacité de sortir de cette violence ou entre guillemets, de combattre, de faire face. Ce qui crée la problématique des victimes qui restent trop longtemps dans ces dynamiques. Ouais. Voilà, donc l'hippocampe est très sérieusement impacté aussi, donc c'est notre disque dur. Les souvenirs vont être fragmentés, le passé se vit comme du présent, et ça, c'est pour ça que je parle de reconstituer le tableau. C'est pièce par pièce. Si la personne elle a tenu son journal de bord, que tel et tel jour il lui a dit ça, ou que là il l'a poussé, ou que là il l'a menacé de mort, ou euh, il n'y a pas forcément des preuves, mais tout est consigné et la police cantonale au téléphone me disait que maintenant ils entendent, ils prennent le temps, ils ont été formés. Il ne faut pas aller dans les polices des villes, hein, mais vraiment à la police cantonale. Ils sont formés pour écouter les récits. Et puis même si ce n'est pas des preuves, entre guillemets, évidentes, eux, ils ont les outils pour dire, voilà, OK, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et comme disait Matt Jordan, ils peuvent déjà mettre en place des choses. Donc, voilà, Et on est vraiment dans un mode de survie.
Ce qui explique aussi que les personnes, elles n'arrivaient pas à partir. On peut aussi, souvent on entend quelque chose qui dit, euh, j'ai rien vu. Ça, Mm. j'ai souvent entendu les personnes me dire Mm. ça, avec beaucoup de culpabilité. Ça aussi, Ouais. c'est quelque chose qu'on on traite en séance. C'est des thérapies courtes parce que l'idée, quand une avocate m'envoie, et ça m'est arrivé de temps en temps, m'envoyer une maman pour faire une séance, l'idée, c'est de la stabiliser émotionnellement. Euh, la libérer aussi de la dynamique d'emprise, hein, parce que des fois, même si elle est partie, elle est encore attachée quelque part. Donc, on va s'occuper de ce lien-là pour le couper et puis lui permettre en procédure justement de rester calme parce que l'auteur va garder son masque et tout. Donc, euh, cette alternance froid-chaud du manipulateur va complètement perturber l'amygdale, l'esprit d'analyse qui est dans le cortex préfrontal, et puis l'attachement. Et puis le stress que ça occasionne a de toute façon des répercussions. Donc on a les attentions extrêmes, la validation. Donc ce cercle, c'est revenir à la phase 1 de séduction. De nouveau, il est hyper présent. Je recommencerai plus, je t'aime, etc. Et puis voilà, c'est comme ça que la personne, elle reste. Ok, je suis arrivée au bout. Je vais vous juste laisser aller le slide pour. On n'aura pas le temps de traiter toutes ces questions, mais je voulais vous donner les. Il y a une chose, vous pouvez faire une photo si vous le souhaitez. C'est vraiment les questions qui permettent enfin les affirmations qui permettent d'identifier si on est dans de la manipulation et si on est sous emprise. Ça, c'est à gauche le schéma le plus simple, pardon, à droite, et puis à gauche, là, on est plus aussi dans tout ce qui est question de contrôle coercitif, contrôle sur les enfants, etc. Donc, ça vaut le coup. Autorise de prendre ça en photo. Ok, je Ouais, vais le faire. Désolée. Je voulais prendre en photo. oui, voilà, vous avez pu prendre des photos. C'est tout bon pour tout le monde. Merci Stéphanie pour ton intervention. Je voulais juste encore clore avec la résilience. Parce que c'est effectivement un chemin qui est long, qui peut être long ou douloureux. Pour certaines personnes, c'est plus court que ce qu'on imagine. Il y a en soi vraiment des ressources que la victime ne soupçonne peut-être pas forcément parce elle est dans sa confusion et dans des émotions extrêmement fortes, mais elle a déjà en elle les ressources pour en sortir. Et que, on démontre aussi, plus la personne elle avait fait un peu de développement personnel, plus elle a de chances de sortir rapidement d'une relation d'emprise et de résilier. Et puis que ce travail peut effectivement se faire après, lors de la sortie d'emprise, mais qu'elle permet justement de retrouver de la régulation intérieure. La méditation sont des choses aussi qui peuvent énormément aider. Bon, les thérapies des traumas ou enfin, la psychothérapie ou la psychiatrie pour aller chercher à comprendre justement les failles, hein, pour éviter que ça puisse se reproduire. Mais résilier, c'est possible. Et puis, j'ai autant de personnes que j'ai accompagnées qui sont restées un peu crochées dans leur dynamique de victime que d'autres qui sont sorties de ça, qui en ont même fait quelque chose et qui en ont même fait leur métier. Là, j'ai une maman, par exemple, qui travaille à la DGEJ. Donc, voilà, tout est possible. Et puis, mettre du sens sur les épreuves qu'on vit permet aussi d'en sortir le plus grandi possible, même si c'est effectivement difficile. Voilà, le cadre, c'est bon. Maître Jordan en a parlé. Là aussi, vous pouvez faire des photos.
Et puis, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions ou envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, vous pouvez faire une petite photo. Et puis, je pense qu'on va effectivement maintenant laisser l'espace pour que chacun puisse encore poser des questions, euh, discuter. Alors moi, j'ai déjà une question de usuario de Zoom. J'ai une question. Je suis mariée à un citoyen britannique et nous avons une fille née en Suisse. Je souffre d'une relation extrêmement narcissique avec de nombreuses menaces verbales. Mon mari dit notamment qu'il va annoncer son départ de Suisse afin que je perde mon permis, puisque je dépends entièrement de lui financièrement. Je suis allée à la police pour déposer plainte, mais ils ont refusé en disant que ce n'était pas un cas relevant de la police. Quel organisme puis-je contacter et puis-je réellement perdre mon permis s'il déclare son départ de Suisse? Comment puis-je procéder pour pouvoir vivre en Suisse avec ma fille en cas de divorce? Je ne sais pas qui est à même de répondre à cette question, mais Jordan peut-être ou Oui, je ne sais alors, comme l'a dit à juste titre Isabelle, il y a des associations qui peuvent déjà aider dans un premier temps. Il y a la LAVI, il y a l'association AVEC aussi à Genève. Ensuite, les questions de permis, c'est un peu difficile de répondre là comme ça, mais si la fille habite ici, je ne vois pas comment vous pourriez perdre votre permis. Du moment que le mari part tout seul, de toute façon, il n'aura pas le droit de déménager le domicile de l'enfant sans l'accord de la mère. Elle pourra, sous réserve de la nationalité de tout le monde, essentiellement de la fille, en tout cas, demander un regroupement familial avec l'enfant, à première vue, mais à vérifier. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Merci, Maître Jordan. Est-ce que c'est tout bon pour vous, Yosario, ou est-ce que vous avez besoin de prendre la parole? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Mettez-moi peut-être dans le chat si c'est bon. Comme ça, je sais si on peut continuer ou si vous voulez prendre la parole, vous n'hésitez pas, vous mettez votre micro et puis J'aimerais prendre la parole, si c'est possible. oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est pour revenir sur le sujet dont vous avez abordé dernièrement. Je me trouvais dans la même situation, donc avec un permis C, mais complètement dépendante de mon mari. Alors, et en plus, quand j'ai dû tout de suite demander la séparation, j'avais le permis en échéance, donc je devais le renouveler. Alors, je n'avais pas trop de réponses et même pas trop de temps pour répondre à ça. La chose que je trouvais meilleure, c'est de trouver un petit travail, même un petit contrat temporaire. Je suis allée faire la femme de ménage pour des entreprises qui prend les personnes, même pour un 10-20%. Et quand je suis allée renouveler le permis de séjour, le fait de pouvoir dire que j'avais un travail, ça n'a pas posé de questions au niveau de renouvellement. Et donc, même si mes enfants étaient déjà ici en Suisse habités, et on était tous là depuis longtemps, on a pu faire, moi, je n'ai pas eu de soucis. Ok. Et Merci beaucoup. dans les entreprises de ménage, il prend les personnes, même pour de petits pourcentages. C'est ça que c'est important. Ok. Alors, merci beaucoup pour Yosuri Aruro. Peut-être que vous lui avez apporté une solution. Merci beaucoup de votre intervention. Je vous Elle vous remercie. remercie d'ailleurs. Elle vous dit merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Doris,
Oui, Dans le chat, il y a Jenny qui pose une question. J'aurais bien voulu y répondre. oui, j'allais y venir justement, parce que je vais en suivant. Ouais. Après, j'ai Maître Chauffat aussi qui a mis quelques petites indications, le manque de confiance en soi ou d'estime de soi et la faille par laquelle le manipulateur entre par la flatterie. Effectivement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Récupérer sa liberté, sa souveraineté fait souvent très peur car cela signifie affronter un grand vide. Oui. On est tout à fait d'accord avec ces propos, c'est tout à fait ça. Ça aussi, c'est cette sensation qui fait que pour la personne, c'est dur aussi de décider de quitter. Même si c'est paradoxal, elle s'attache aussi à ces tout premiers moments qui étaient juste magnifiques. Et ça, dans le tableau qu'elle reconstitue, elle voit aussi qu'il y avait des magnifiques moments. Ça explique aussi pourquoi certaines personnes restent longtemps alors que ça va plus du tout, quoi. Maintenant, ce sentiment effectivement de vide, il est abyssal. Et c'est normal qu'il fasse peur. Pourtant, c'est dans ce vide, en allant là-dedans, on va aller à la rencontre de soi et de qui on est vraiment, au-delà de la victime qu'on a pu être à un moment donné, par exemple. Et ouais, de se reconnecter à soi en dehors du triangle de Cartman, hein, bourreau, sauveteur, victime, parce que pour un auteur de violence, il faut une victime. Quand la personne, elle réalise que ça joue pas, que c'est plus OK ça, euh, et que oui, il y a ce vide, et elle, euh, elle rassemble d'autres pièces d'un puzzle qui la constituent, elle. Et ben moi, j'ai envie de dire que c'est une victoire sur l'épreuve aussi. C'était peut-être le mal pour le bien. Il fallait peut-être ce vide aussi pour retrouver qui on était vraiment. Ok. Et puis effectivement, après, bah, il y a la question de Jenny. Comment, en tant que proche de la personne sous emprise et victime, on peut l'aider, la prise de conscience et la soutenir aussi dans le processus pour quitter et guérir? Alors, je te laisse y répondre. Volontiers, Euh, Stéphanie. alors, c'est toujours très compliqué pour les proches. Parce que la personne, tant qu'elle est sous emprise, on peut l'imaginer comme dans une secte, en fait. C'est pas tellement plus compliqué que ça. Donc du coup, aller dire à quelqu'un qui est complètement pris dans le truc, non mais sors, t'es en danger et tout. La personne, elle peut avoir des déclencheurs euh, en tombant sur un livre par exemple, ou un podcast, ou euh, ou quelqu'un qui est peut-être moins impliqué dans la famille, mais qui va juste glisser à quelque chose qui peut donner un déclic aussi, qu'il y a quelque chose là qu'effectivement, ah, et ça peut être le début d'une réflexion. Souvent, les livres, c'est juste incroyable l'impact qu'ils peuvent avoir sur une victime. Ouais, Si un je élément peux déclencheur, en rajouter, fait, ouais, pour si que je la peux personne ouvre rajouter, les yeux, Oui, quoi. Ouais. Isabelle, oui, si je peux rajouter, c'est effectivement les livres, je trouve que c'est très très important, les témoignages, parce que souvent quand on lit le témoignage d'une victime, c'est exactement le même récit. On s'y Les retrouve. manipulateurs ils ont exactement le même profil, ils agissent de la même façon. Et c'est toujours, toujours le même récit. Donc, quand on lit un livre, on a l'impression de lire son histoire en disant, mais c'est impressionnant, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui restent aussi, parce que vous l'avez très bien souligné, c'est des personnes, les victimes sont des personnes très empathiques. Elles ont toujours espoir de soigner, d'aider. On est dans ce fameux triangle de Karpman, comme vous l'avez dit, hein, victime, bourreau, sauveur. Et donc, elles ont ce syndrome du sauveur en disant, je vais l'aider, je vais l'aider. Et de prendre conscience et de savoir vraiment un manipulateur pervers narcissique ne changera jamais. Jamais. Mhm. Jamais, il ne se mettra jamais en question. Ça sera toujours la faute de l'autre, mais il ne se remettra jamais, jamais en question. Donc, il ne changera jamais. Et cette prise de conscience, ça, voilà, c'est très important. Aussi, ce sentiment de peur. Même si on n'a pas peur physiquement pour sa vie, de se dire, mais est-ce que j'ai peur de m'exprimer?
Mhm. Et Mhm. Est-ce de que j'ai peur commencer à dire, voilà, Ouais, est-ce que tu peux t'exprimer? Voilà, la personne, Jenny, qui pose cette question en disant, mais est-ce que tu es libre de t'exprimer? Est-ce que tu as peur de lui? Certainement, la personne va dire, bah non, j'ai pas peur parce qu'on pense toujours à la violence physique. Mais tout d'un coup, ça va mettre une petite graine dans la tête en disant, mais en fait, oui, j'ai peur de m'exprimer. Je je peux suis pas pas à donner mon l'aise ou comme avis, je ça. peux pas faire ce que je veux, je peux pas voir qui je veux. J'ai peur de dire que j'ai vu telle personne parce qu'il l'aime pas, parce que si, etc. Donc c'est ainsi, voilà, mettre ces petits doutes dans la tête de la personne en disant, il ne changera jamais. Est-ce que tu as peur de lui, de t'exprimer correctement, etc. et librement? Et la personne peut commencer, mais c'est son cheminement, effectivement. Mhm. Tiens, ouais. Et Jenny, justement, demande si on a des livres à lui conseiller. Moi, les livres de Christelle Petit-Colin, Ouais. de Isabelle Nazaraga aussi, Les manipulateurs sont parmi nous. Pour l'emprise, et on comprend bien la dynamique du contrôle coercitif, c'est Anne-Clotilde Ziegler. Qu'est-ce que l'emprise? Ok, merci beaucoup pour Jenny. Et là, j'ai Adriana qui nous fait un petit oui, témoignage. Et elle est en train d'être dans une situation qui a l'air d'être compliquée. Bonjour à tous, je suis en séparation depuis juillet et il y a environ 20 jours, mon mari, qui est aussi mon employeur, m'a adressé un avertissement extrêmement dur au travail. Ce geste m'a profondément choquée, d'autant plus qu'il n'a jamais fait cela à personne en entreprise. Pourtant, lors de la première audience au tribunal, il a déclaré qu'il allait augmenter mon salaire car je gagne extrêmement peu et je travaille beaucoup dans son bureau. Cette contradiction renforce clairement l'impression qu'il cherche surtout à me nuire et me déstabiliser et de montrer à la juge que je ne travaille pas bien. Sa première lettre laissée sur mon bureau parlait déjà de séparation et il voulait que je signe cette lettre pour que je quitte la maison en un mois. Il a même écrit dans cette lettre qu'il augmenterait mon salaire, mais uniquement pour me pousser à signer. Mhm. C'était une tentative claire de manipulation. Je n'ai pas signé et j'ai plutôt cherché de la protection. Chaque jour est une nouvelle surprise pour moi et je ressens des crises d'angoisse et de panique. Et maintenant, j'ai peur de retourner au travail. Alors, moi, je voulais dire déjà qu'on peut aider par les thérapies brèves et de traumatologie, hein, pour qu'elle ose aller Mhm. au travail avec plus de confiance en elle. Déjà, je pense que toi, avec tes thérapies, Stéphanie, éventuellement, moi, on peut peut-être l'aider à se rebooster et voilà. Sinon, quelqu'un d'autre peut lui répondre. Oui, alors moi déjà, sans chercher forcément des solutions concrètes, mais de ce que Ah, je j'ai suis plus vu, là-dedans. non, mais c'est vrai qu'elle a déjà eu les bons réflexes en fait. Euh, De de, pas signer. de pas Ouais. signer, de pas rentrer dans l'intimidation, cette fameuse phase 4 qui est terrible. Donc, d'avoir déjà eu ces ressources, ben, j'ai envie de vous féliciter parce que vous avez déjà les ressources en vous pour vous protéger. Et puis, ben, vous avez continué en allant chercher du soutien, ce que beaucoup de victimes n'osent pas faire parce qu'elles ont honte, souvent. Donc, vous avez déjà actionné plein de choses extrêmement positives. Donc, déjà pour ça, félicitez-vous. Et puis, vous pouvez être bienveillante avec vous en disant, ouais, j'ai déjà fait un joli bout là. C'est vrai qu'elle s'est pas laissée impressionner, et c'est très bien, hein. Bah Bravo, ouais. bravo. Bah, c'est vrai que ça peut être très déstabilisant et puis on peut vite se laisser ben, avoir en fait. Mhm. Et si je peux rajouter, souvent, enfin souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps, les bourreaux se nourrissent des émotions qu'ils génèrent chez l'autre. Donc, si, c'est très difficile, hein, mais à un moment donné, aux États-Unis, ils appellent ça de Greystone, c'est-à-dire devenir un caillou et de ne pas réagir émotionnellement à ce que l'autre dit ou fait. Alors, c'est pas facile, ça je l'admets, Ouais. mais plus vous allez réagir émotionnellement, plus vous allez nourrir le bourreau, parce qu'il va se nourrir de vos difficultés émotionnelles et de ce qu'il crée chez vous.
Et donc, si vous arrivez à rester hyper factuel et froide, et vraiment devenir ce Greystone, ce caillou, en restant factuel, là, vous détachez petit à petit. Et lui, alors, à un moment donné, au début, le bourreau va se dire, oh là là, ma victime s'échappe. Donc, il va redoubler un petit peu voilà, à essayer de vous manipuler encore plus. Mais à un moment donné, quand il verra qu'il n'y aura plus d'emprise, en fait, C'est ça. mais il va Bah, il va partir, gentiment, il va voilà, arrêter. Ouais, il va ouais, arrêter. Il va aller voir ouais. ailleurs, il va chercher une autre victime, il va. Donc, Ouais. c'est faire voilà, cette contre-manipulation presque en disant ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. En tout cas, pas lui montrer. Évidemment que ça vous atteint, mais ne pas lui montrer. Ne pas réagir émotionnellement. Et je pense que l'exercice que Stéphanie vous a donné va beaucoup vous aider. C'est un exercice simple que vous pouvez faire discrètement. Donc, utilisez-le. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Stéphanie, c'est pas Non, avec modération, c'est pas. Voilà. au contraire, non, au contraire, c'est vraiment l'outil par excellence pour faire baisser. Et Mhm. puis, pour rebondir ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment exactement ça. L'idée, moi, c'est ce que j'adopte quand je fais face à un manipulateur, même si c'est plus en couple. Euh, j'ai quand même le chic encore pour les attirer. On peut presque m'appeler Obélix avec le E à la fin. Moi, je suis tombée dans la marmite de la manipulation depuis très longtemps, donc voilà. Mais ils continuent à m'étonner dans leurs ressources, ça, parce que voilà. Mais en gros, le RAF, c'est d'employer le rien à foutre. C'est ça, en fait, c'est un 180 aussi. Si pendant tout le long de la relation, vous avez été activé émotionnellement, que l'autre vous a fait pleurer en disant, mais t'es une dépressive, ma pauvre, ou t'es complètement débile, comment tu veux trouver du boulot en étant si conne, quoi. Enfin bref, peu importe, mais vous avez une activation émotionnelle. Le but, c'est vraiment de ne plus rentrer dans cette dynamique-là, comme le disait Isabelle, et c'est complètement ça, pour être dans ce RAF, parce que là, vous ne nourrissez plus la bête, et puis en plus, vous arrivez à prendre des décisions qui sont plus justement sous le couvert du jeu relationnel dans lequel il vous a mis pendant des années, en fait. Et c'est ce que l'exemple de pas signer le contrat, c'est exactement ça. C'est de ne plus nourrir cet espace-là. Et l'autre est complètement déstabilisé. Mais vraiment, gardez en mémoire que vous avez un gamin pas fini, criseux, rageux, qui va chercher à casser son jouet parce que voilà, il n'est pas content. Voilà. Parce que le jouet fonctionne plus, donc voilà. Ouais, c'est Ouais. ça. Après, j'ai essayé qui a posé une question, mais apparemment, Metchoff a répondu. Je ne sais pas si elle a encore besoin qu'on lui réponde ou pas, cette personne. Est-ce que ça a l'air d'être tout bon, ou est-ce qu'il y a besoin qu'elle prenne la parole? Parce qu'apparemment, elle a eu une très bonne réponse dans le chat. Ah, c'est en train d'écrire, donc peut-être. Ok, c'est tout bon pour elle. Super. Je suis en arrêt maladie. Donc ça, c'est très bien. Adriana, elle est Mhm. en protégée, puis elle est en tout bien. Ouais. C'est top. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question ou envie de prendre la parole? N'hésitez pas, c'est les derniers instants. Moi, Moi, j'avais une ah, bah, question, pardon. si je peux me permettre. Ouais. Mhm. Oui, allez-y. Je pense que la question que j'ai posée tout à l'heure, le sens n'a pas été très bien compris. En fait, je suis face à des services sociaux qui m'obligent ou m'imposent en fait une curatelle et un contact avec mon ex-mari qui a fait des violences psychologiques. Et je souhaite leur expliquer que je ne veux pas de curatelle et que je ne veux pas de contact, mais ils m'imposent en fait ces contacts et j'arrive pas à expliquer aux services sociaux. En fait, j'ai l'impression que je suis pas prise au sérieux en fait, puisque les services sociaux ont fait un rapport en disant qu'il est tout bien sous tout rapport, sans problème. Et j'arrive pas à faire valoir en fait ma voix en disant que pour ma sécurité et pour mon bien-être à moi et à mes enfants, c'est mieux de pas avoir de contact ou le moins possible.
Donc les services sociaux, en gros, se sont fait un petit peu manipuler eux-mêmes, c'est ça, si j'ai bien compris. Bah, c'est des évaluations qui sont très courtes, en fait. Exactement, ils ne se sont pas rendus compte. Alors peut-être que oui, quelqu'un peut vous répondre, allez-y, prenez la parole, sans Alors souci. moi, je rebondis par rapport à ce que Maître Jordan avait dit au début. S'il y a des lettres de pédopsychiatre ou de pédiatre ou votre psychothérapeute, si vous avez un suivi qui déjà indique qu'il y a eu violence, que vous vous préservez, vous voulez préserver vos enfants, je pense que quand il y a un apport comme ça extérieur, ça a plus de poids que si c'est vous qui prétendez être victime. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai constaté dans ma pratique d'accompagnement, c'est que les parents, plus ils voulaient appuyer sur le clou, mais vous voyez pas que qu'il est violent, que c'est un manipulateur et tout, ça fait l'effet contraire en fait. Et puis, gardez aussi en mémoire que c'est des services qui ont aussi ils se sont fait leur opinion de l'auteur, qui n'est pas celle que nous, on peut avoir, a priori. Mais c'est très, très compliqué après de vouloir changer cette dynamique-là. Donc, si je peux vous donner un conseil, je ne sais pas ce que Maître Jordan dirait, mais c'est d'amener justement des apports comme ça. Oui, j'ai pas forcément effectivement plus de conseils à donner. Je pense que ce qu'on va vous rétorquer aussi, c'est que le curateur souvent fait office de justement de vous éviter d'avoir à faire face directement à l'auteur manipulateur, puis ça permet de trianguler le rapport. Donc, j'irais plutôt dans le sens, effectivement, de Stéphanie, plutôt que de dire non, 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 je veux pas, parce que là, personne va vous écouter, effectivement. Essayez d'aller dans leur... Ouais, ok. Est-ce que c'est tout bon pour vous, J'ai peut-être, Pascaline? si je peux intervenir, moi je suis à l'heure actuelle, c'est le jugement qu'a prononcé la curatelle avec un médiateur. Enfin, le curateur fait office de médiateur et si j'ai un conseil, c'est d'y aller parce que ce curateur est à l'écoute et puis effectivement, est là pour rétablir et puis il comprend bien le jeu de la personne avec laquelle on n'a pas du tout envie de communiquer, mais que on est obligé de communiquer parce que la justice en a décidé ainsi. Et je pense qu'il faut faire confiance et effectivement, je rejoins qu'il ne faut pas s'opposer, mais faire un pas. Et puis même si la première rencontre est difficile, elle est nécessaire. Et le curateur, il n'est pas dupe dans ce jeu-là avec la personne en face. Je sais pas si ça peut aider Pascaline, mais en tout cas, dans mon cas, c'est vrai que j'étais pas pour non plus. Je voulais plus de lien. Et puis, bah, malheureusement aussi, Isabelle Gander l'a souligné, c'est que malgré tout, la justice veut pas qu'il y ait pas de lien avec un des parents, même si ce parent est délétère. Et puis, surtout dans les cas de violence psychologique, c'est difficile aussi de le prouver, même si bah, pour ma part, on avait des rapports psychologiques et puis voilà, on est quand même bien pris en charge. Et, mais après, ça peut se retourner, je pense, contre vous le fait de vous opposer. Mhm. Voilà. Et ça Mhm. peut peut-être faire durer la procédure aussi plus longtemps, non? Peut-être, je Oui, pense. c'est possible. Ouais. Mais normalement, une curatelle, enfin, dans mon cas, la curatelle a été nommée pour une année et puis cette personne a une année et puis fait des rapports aussi entre-temps et est sollicitée aussi par la justice pour faire ses rapports. Ok. Ok. Merci hein, pour les infos. Super intéressant. C'est top. Merci beaucoup pour les témoignages et les infos, ouais. En tout cas, un grand merci aussi à tous pour vos questions, euh, vos interventions. Ça a vraiment enrichi la soirée. Hein. Je suis très, très heureuse.
d'avoir pu participer à ce moment avec vous tous. Merci en tout cas de la confiance que vous nous avez accordée aussi. Oui, exactement. Et merci d'avoir été là déjà. Juste encore une question de Nat, iPhone Nat de Guillaume. Maître Chauffat a répondu un petit peu. Euh, Oui, Ah, oui, je crois qu'il a répondu. Je crois que ça a l'air oui, d'être pas. oui, je veux juste rajouter, parce Oui, qu'effectivement, oui, mais bien sûr. ouais, Oui. de rester factuel, Maître Chauffat a tout à fait raison, mais je pense que de poser des questions à votre fils aussi. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il voit? Et que ça vienne de lui, en fait. C'est très bien de rester factuel, mais vous, vous allez parler, vous, de ce que vous ressentez. Et donc, ça sera factuel, mais avec vos émotions et votre ressenti. Donc, ça sera évidemment biaisé, c'est pas, il n'y a aucun jugement là-dedans, hein. On juge tous ce qu'on vit. Mais si vous posez vraiment la question, lui posez la question à 14 ans en disant, qu'est-ce que toi tu vois? Pourquoi est-ce que voilà, qu'est-ce qui t'interpelle? Est-ce que tu trouves que c'est normal? Et puis, s'il dit quelque chose et il commence lui-même à discréditer son père, euh, restez effectivement factuel ou alors généraliser en disant ce genre de personne. N'allez pas en attaquant en disant oui, ton père est comme ça. Donc, ni le discréditer, ni ou lui dire bah, voilà, le pauvre ou quoi que ce soit, mais de dire bah, ce genre de personne, ces personnalités, de rester factuel. Voilà, ça serait les deux conseils. Donc, de poser les questions à votre Mhm. fils. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il pense. Et puis,